et donner la permission à ceux qui veulent enregistrer d'enregistrer depuis chez eux. Voilà, c'est fait. Donc, vous pouvez enregistrer, hein, tout le monde a l'autorisation. Pour ceux, pour ceux qui ne veulent pas attendre la vidéo que je vais partager après, donc vous pouvez déjà l'enregistrer. Maintenant, sinon, vous pouvez attendre et puis je vous enverrai la vidéo juste après. Voilà. Alors, on est toujours dans du JavaScript, les merveilles de JavaScript. Et donc, on va continuer sur les merveilles de JavaScript. Alors, est-ce qu'il y a comme flotteur. Ok, ok. Bon, on va déjà faire comme d'habitude, hein. On va, euh, on va faire l'appel, hein. Voilà, on va faire l'appel. On va faire l'appel. Voilà. Donc, voilà. Oui. Ah, ça, c'est le mois de septembre. Là, on est en octobre. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Donc, je suis obligé de. Ok. Ok. Alors, Diallo Assadou. Ouais, elle n'est plus là. Donc, on peut la supprimer. Cette Mboli aussi n'est plus là. Sarah Mohamed n'est plus là. Et Sylvestre aussi n'est plus là. Donc, on a eu 4 départs dans le mois de septembre, hein, quand même. Ok. En tout cas, les Braves sont encore là. Donc, on va là. Donc, voilà. Les Braves sont encore là et on ne peut être que fier. Fier de voir les Braves encore là. À la première session, même actuelle, à ce stade de la formation, il n'y avait pas beaucoup de personnes en tout cas. Et ça, M. Jonas Etienne et M. Aka peuvent témoigner. À la première session de février,
À ce stade de la formation, il n'y avait plus beaucoup de personnes. Les gens avaient tous fui parce qu'ils disaient que JavaScript était trop compliqué. Alors que ce n'est pas compliqué. Ou bien, est-ce que c'est compliqué JavaScript? Pas compliqué, hein? C'est juste de la logique. Il faut juste être logique dans ce que vous-même vous faites. C'est tout. C'est pas compliqué JavaScript. Si moi je peux le faire et aujourd'hui je gagne de l'argent avec, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Dieu nous a tous accouchés avec le même cerveau. Bon, il est déjà 15h30, on va démarrer. Excusez-moi, je finis d'enregistrer un petit document. Ah, et voilà. Voilà, là on est bon. Bien, donc, vous êtes combien là maintenant à la formation? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 personnes qui sont là. On a commencé au début avec 26 personnes, je crois, 26, 27, je ne m'en souviens plus. Mais je crois 26, 27 quand même. On va prendre 26. Et là, vous êtes 18. 18, 26. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont parties, hein. Je crois pratiquement 9, 9, 7 personnes quand même. Bref. Alors, qui est là, qui n'est pas là? Monsieur Akakofi, lui, il n'y a pas de souci, il est toujours là. Même s'il neige en Côte d'Ivoire, il sera toujours là. En tout cas, ça, j'aime ça. J'aime voir ça. Voilà. En tout cas, pardon. OK. Monsieur Landé, ouais, il était là hier aussi. Kadi, ouais, elle est là. Je pense qu'elle est là, ouais. Euh, Monsieur Étienne Jonas est là. Monsieur Fares était là hier. Monsieur Guy, toujours présent. Monsieur Koulibaly Daouda, ouais. Monsieur Gildas n'est pas là. Monsieur Atron, toujours présent. Kwadjo Bena était là hier. Sangari Ousmane était là hier. André Philippe, il est là. Yoro n'est pas là. Monsieur Kakou, il est là. Monsieur Ngoro Firmin n'est pas là. Kwadjo Alfred n'est pas là. Daoudambe n'est pas là. L'arbitre était là hier. Ok, bien. Donc, on va y aller. Alors, qu'est-ce que nous avons vu la semaine dernière, le dimanche passé, le week-end passé? Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu les fonctions avec JavaScript et démarrer efficacement avec JavaScript. Voilà. Bien. Donc, on a vu comment utiliser les fonctions, comment utiliser les prompts pour mettre insérer des variables. On a vu pas mal de choses quand même. On a vu comment travailler avec les objets. Donc, j'espère que vous n'avez pas oublié comment travailler avec les objets. Attendez. Pour m'assurer, pardon, que vous êtes toujours à l'aise avec les objets, on va faire un petit test, hein, un petit quiz sur les objets pour m'assurer qu'effectivement, parce que hier, je pas, vous savez, moi, je dis ce qui se passe, hein. Lorsque vous êtes bien, je dis que vous êtes bien. Lorsque c'est pas trop ça aussi, je dis que c'est pas trop ça, hein. Et on va pas se mentir que hier, je suis quand même resté un peu sur ma faim parce que voilà, il y en a plein qui avaient commencé à avoir un bon niveau, mais qui ont relâché un peu. Et hier, ça s'est fait sentir quand même. Voilà, donc
Vous n'entendez rien? Allô, est-ce que vous m'entendez? Bon. Alors, donc, Adi, ça doit être à votre niveau, hein, parce que là, tout le monde m'entend. Ah, est-ce que vous m'entendez là? Vous devez m'entendre bien, hein, je pense, hein, parce que là, je crie même. OK. Donc, Kadi, ça doit être à votre niveau. Essayez de revoir ça, s'il vous plaît. Bien. Alors, alors. Où est-ce que j'ai déposé le cours de JS là? Le document peut-être. Oh là là. OK, voilà, je l'ai trouvé. Bien. Donc, on va faire un petit quiz sur les objets. OK? Avant de rentrer sur les. Je pense que c'est là qu'on était. Sur les if-else et les else-if. Voilà. Donc, un petit objet, de rien du tout. Voilà. Donc, quoi déjà? Student, pourquoi pas. Et on va dire euh, name, on va dire first name. OK. Et on va dire cool, OK. Last name, on va dire Jean, Patrick. Euh, parent, OK. Donc, mother, OK. First name, Yao. Last name, Aya. OK. Ensuite, après la mère, le père. Donc, father. OK. Ma position de départ, c'est-à-dire, Monsieur Nabil, je ne comprends pas trop. Position de départ, qu'est-ce que ça veut dire? First name, Kwaku. Last name, et parfait. OK. Donc ça, ce sont les parents. OK? Donc, ensuite, on va dire classe. Classe. Ah bon? D'accord. En fait, j'ai changé de micro. Je vais remettre le micro de départ. Comme elle a dit qu'elle ne m'entendait pas, j'ai changé de micro. Alors, est-ce que là, c'est bon? Là, c'est mieux? Je suis revenu à mon micro initial. OK, d'accord. Donc, classe. OK. Non, classe, c'est pas un objet. Classe, c'est, on va dire, terminal D. Ensuite, euh, on va dire Corse, Corse, ok, donc les cours qu'il va, les cours qu'il va apprendre, donc Corsese, ok, et Corsese, on va dire primary, donc les matières primaires, ok, donc les matières primaires, on a English,
OK? Ensuite, euh, on a quoi d'autre? On va dire, euh, bon, on s'en fout, hein, on va mettre des choses comme ça, hein, matières bizarres, ECM, euh, mathématiques, et puis, euh, ouais, on va dire logique, hein, des cours de logique. OK. OK. Bien. Ensuite, les cours secondaires, donc secondaire, on aura euh, French, et puis, euh, qu'est-ce qu'on va dire encore ici? Bon, attendez. Pour les cours primaires, ici, on va mettre PHP, HTML, CSS. Ici, on va mettre voilà, des maths. Et puis, euh, philosophie aussi, hein, philosophie. Voilà. Bien. Alors, petit exercice, petit objet que nous avons ici à l'écran. Je sais que vous êtes des titans. Petit exercice. euh, Comment j'affiche le nom et le prénom du père? Voilà. Comment j'affiche le nom et le prénom du père? Allez-y. Comment j'affiche le nom et le prénom du père, s'il vous plaît, les gars? Ça, c'est facile. Il n'y a personne même pour essayer. Ok, monsieur Atron a essayé. Les autres, pas toujours les mêmes. Hein. Faut essayer, là, les gars. Hein, ça, tout le monde savait faire ça la semaine passée. Si aujourd'hui, vous ne savez pas faire, vous ne savez plus faire, ça veut vraiment dire que vous ne révisez même pas du tout. Ah, là, c'est compliqué. Hein. Personne. Personne. Ah, les gars, vraiment, c'est compliqué. C'est très, 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 très compliqué. Ah ouais. Non, mais la question, c'est comment est-ce qu'on affiche le nom et le prénom? Ça, ça fait plusieurs fois que je répète ça. Le nom et le prénom du père. Comment est-ce qu'on affiche le nom et le prénom du père? Bon,
On va pas perdre le temps là-dessus. Les gars, révisez s'il vous plaît, hein, parce que là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Quand on fait les cours que vous comprenez, mais si vous ne, après les cours, vous ne révisez pas, mais vous allez oublier. Ah, c'est compliqué. Si vous ne révisez pas après les cours, mais c'est sûr que vous allez oublier en fait. Parce que quand on fait le cours, vous comprenez, oui, mais après, vous ne révisez pas. C'est sûr que vous allez oublier. C'est compliqué. Bah, d'accord. Bah, on a eu des réponses, mais toutes les réponses sont venues après la réponse de monsieur Atron. Et ça, franchement, je trouve pas ça très clean. Bien. Donc, les autres sans monsieur Atron, parce que monsieur Atron, je sais qu'il connaît. Donc, les autres sans monsieur Atron, comment est-ce qu'on affiche maths? Voilà. Les autres sans monsieur Atron. Les autres sans monsieur Atron, comment on affiche maths? Parce que monsieur Atron, je sais qu'il connaît. Ou alors, monsieur Atron, envoyez-moi ça à moi seul en privé. Voilà, envoyez-moi la réponse, moi seul en privé. Pour ne pas qu'après, on vienne copier votre réponse. C'est-à-dire, dans le chat, monsieur Atron, au lieu d'envoyer à tout le monde, vous m'envoyez à moi seul. Voilà.
Bien, on a eu des réponses. Monsieur Nabil qui nous met des espaces, je ne sais pas pourquoi déjà, pour commencer. Euh, Monsieur Guy, course point secondary 1. Non, pas course point secondary parce qu'on commence sur student. Donc, c'est student d'abord. OK. Ensuite, student.class.secondary. Non. Monsieur Daouda, non. C'est pas classe parce que dans classe, il y a juste terminal D. Maths est dans course, n'est pas dans classe. Donc ça, c'est pas bon, monsieur Daouda. Monsieur Jonas Etienne, c'est ça, c'est exactement ça. Monsieur Atron, c'est ça. Voilà. Monsieur Philippe Indri, student.course.secondary 2, non. Ça, c'est pas l'indice 2. On a dit que en programmation, la première indice, c'est 0. Donc, ça, c'est 1. 0, 1. 0, 1. Bien. Donc, c'est bien en tout cas hein, pour ceux qui arrivent à se débrouiller. On va poursuivre sur le cours. Bien. JavaScript, on va rentrer dans les conditions, hein. Donc, JavaScript if, else, and else if. OK? Ce sont des structures conditionnelles. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir toutes ces structures conditionnelles. Donc, if, else, else, if. Nous allons voir switch. Et nous allons aussi voir euh, la première boucle, qui est la boucle for. Voilà. Donc, nous allons voir tout ça aujourd'hui. Donc là, voilà. Bien. Après ça, on va vraiment speeder, hein, parce que là, on ne va pas faire 2 mois de JavaScript, sinon on sera en retard dans le programme, dans nous-mêmes notre programme. Donc, on va aller assez rapidement, parce qu'il nous reste encore PHP MySQL à faire et WordPress. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, les instructions conditionnelles sont utilisées pour effectuer différentes actions en fonction de différentes conditions. Très souvent, lorsque vous écrivez du code, vous souhaitez effectuer différentes actions pour différentes décisions. Vous pouvez utiliser des instructions conditionnelles dans votre code pour ce faire. En JavaScript, nous avons les instructions conditionnelles suivantes. Nous avons le if, le else if et le switch. Ce sont les différentes structures conditionnelles que nous avons. Nous allons rentrer en profondeur dans if et switch. Parce que if, else, if, c'est la même chose. Enfin, ils sont utilisés ensemble. Et switch est utilisé à part. Hein. Je veux dire, ce n'est pas les mêmes choses en fait. If, else, if, c'est pareil. Switch, c'est à part. Donc, nous allons travailler avec switch un peu plus loin. Pour le moment, nous allons travailler avec if et ses dérivés. Voici voici la syntaxe de if, de la structure conditionnelle if. Voici sa syntaxe. If, entre parenthèses, condition, OK? Parce que if, c'est un peu comme les fonctions. Vous voyez un peu? Regardez. Comme on déclare une fonction, on écrit le mot-clé function, n'est-ce pas? On met le nom de notre fonction, par exemple, j'appelle ma fonction test, je mets mes parenthèses et je mets les accolades. Et à l'intérieur, ici, je mets mes instructions de fonction. Vous voyez? If,
c'est un peu comme une fonction, mais ce n'est pas une fonction. C'est-à-dire, on écrit if en minuscule, on met les parenthèses juste devant et on met les accolades. Vous voyez? C'est un peu la même structure qu'une fonction, mais ce n'est pas une fonction. C'est une structure conditionnelle. Donc, voici la syntaxe de if. On écrit le mot-clé if en minuscule, if, on met les parenthèses et on ouvre les accolades. OK? Donc, à l'intérieur des parenthèses, qu'est-ce qu'on va, on va mettre? On va mettre une condition qui doit être vérifiée à vrai. Si cette condition est vérifiée à vrai, alors les instructions qui seront mises dans les accolades vont être exécutées. Si la condition qui est mise dans les parenthèses ici est fausse, les structures, les instructions que vous avez mises à l'intérieur là ne seront pas exécutées. Parce que, donc, instruction de condition. Voilà. Je reprends. On met if, on met les parenthèses et on ouvre les accolades. À l'intérieur des parenthèses, ici, ce n'est pas comme pour les fonctions où on va mettre des variables qu'on va appeler après. Non. Ici, on va tester une condition. Parce que if est une structure conditionnelle. On dit bien conditionnelle, donc s'il te plaît, condition. Tester des conditions. OK? Donc, dans les parenthèses, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre des conditions. OK? Donc, si cette condition est vraie et seulement si elle est vraie, c'est là que, ici, toutes les instructions que vous allez mettre vont s'exécuter. Bien. On va lire un peu le cours et on va venir pratiquer. Donc, on dit que notez que if, c'est en lettres minuscules. C'est ce que je viens de dire. C'est if en minuscule. Pas I majuscule, F majuscule. Non. Tout en minuscule. Bien. Nous avons ici un exemple. If new date.getHours est inférieur à 18, alors on dit bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si l'heure est inférieure à 18, donc si on est derrière 18 heures, on peut dire bonjour à l'utilisateur. N'est-ce pas? Et on va donc tester voilà, cet exemple qui est là, on va le tester. Donc, j'enlève ma fonction qui est en haut. Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est que newDate est une fonction, mais ce n'est même pas une fonction. Quand on met new, c'est qu'on est en train d'utiliser une classe. Donc, ça, c'est en programmation orientée objet, OK? Donc, lorsqu'on met new, c'est qu'on utilise une classe. Et getHour est tout simplement une fonction qui est contenue dans la classe date. OK? Pour ceux qui vont faire la programmation avancée en JavaScript, hein, lorsqu'on va finir avec les bases de JavaScript qu'on est en train de voir, pour ceux qui voudront se perfectionner en JavaScript, qui ont envie de faire une programmation avancée en JavaScript, pas forcément chez nous, Lara Lover, hein, même si sûrement que on va proposer des formations typiquement, parce que JavaScript, c'est très vaste. C'est très, très, très vaste. On peut dire qu'on vous a vraiment tout montré en HTML. CSS, c'est très vaste. Il y a le SAS, qu'on appelle les préprocesseurs de style CSS. On a le SAS, par exemple, qui sont des préprocesseurs qui permettent d'utiliser aussi de l'orienté objet avec CSS. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent qui veulent se perfectionner en CSS, qui veulent voir d'autres choses avec CSS. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le SAS. Moi, je maîtrise le SAS, mais je n'ai jamais utilisé le SAS pour mes projets HTML, CSS. Mais j'avais envie d'apprendre le SAS parce que j'avais envie de me perfectionner en CSS. Donc, j'ai appris le SAS. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre le SAS parce que même moi qui ai appris le SAS, je n'ai jamais utilisé le SAS pour mes projets. J'utilise que du CSS normal pour mes projets. Voilà, CSS classique que je vous ai appris. Mais par contre, pour ceux qui veulent aller loin, qui aiment la programmation, qui ont envie d'apprendre davantage de choses, vous pouvez vous prendre des formations en SAS. Pas forcément chez Lara Lover, comme je le dis, parce que on peut proposer des formations dans ce sens, comme on peut ne pas proposer, parce que les formations que nous, on propose, c'est des formations. On fait une étude de marché pour voir plus ou moins si on peut avoir beaucoup de clients. C'est normal. On ne va pas faire une formation où on n'aura que 2 personnes. Ce n'est pas rentable. Voilà. Donc, par contre, il y a des formations que vous allez payer, par exemple, chez Open Classroom. C'est super cher, je ne vais pas vous mentir. Open Classroom, les formations, c'est dans l'ordre de 1 000 euros. Ça fait 650 000 francs. Voilà. Mais par contre, c'est des formations spécialisées. C'est-à-dire, vous allez apprendre le SAS, vous allez apprendre des frameworks comme ExpressJS, Node.js. Voilà. Vous allez apprendre des choses encore plus poussées en JavaScript, encore plus poussées en CSS. C'est la raison pour laquelle même c'est cher.
Voilà. Voilà. Donc, juste pour vous dire que pour ceux qui vont après, qui ont envie d'apprendre des choses poussées en JavaScript, OK, vous allez, euh, voilà, vous allez apprendre vraiment comment créer des classes avec JavaScript, comment vraiment faire de l'orientation avec JavaScript. Et c'est là que vous allez découvrir ces fonctions-là avec ces classes comme NewDate. Mais ici, tout ce que je peux vous dire, c'est que NewDate, c'est une classe, même en programmation, même si ce n'est pas en JavaScript, même en PHP, même en Python, même en C Sharp, lorsque vous voyez le mot-clé new suivi de quelque chose avec des parenthèses, c'est que c'est une classe qu'on est en train d'appeler. Et quand on met point suivi de quelque chose comme ça avec des parenthèses, c'est une fonction qui est contenue dans la classe en question. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Vous voyez? Voilà. Là, je vais vous montrer quelque chose, par exemple, un petit exemple de classe en PHP. OK? Un petit exemple de classe en PHP. Alors, dans cette formation, ce qu'on va voir en PHP, il n'y aura pas les classes, il y aura les fonctions, effectivement, parce que les classes, comme je l'ai dit, c'est pour du perfectionnement. Et si on veut voir tout ça, la formation va durer 2 ans. Et effectivement, les formations chez Open Classroom, ça dure entre 6 à 2 ans. Voilà. C'est la raison pour laquelle c'est cher aussi, hein, on ne va pas se mentir. Bien, donc regardez par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran ici. Euh, quelle, quelle classe je peux vous montrer en PHP? Alors, je vais vous montrer ce modèle-là, par exemple. On va dire, par exemple, adresse. Voilà. Vous voyez ici, je vais zoomer un peu pour que vous voyez. OK. Vous voyez qu'est-ce qui est écrit ici? Classe. Ouais. Ça, c'est le mot-clé qui permet de déclarer une classe. Un peu comme pour déclarer une fonction, le mot-clé, c'est quoi? C'est function. OK? Donc, pour déclarer une classe, le mot-clé, c'est classe. Et la classe, c'est quoi? En fait, c'est un objet. La classe, c'est un objet. Mais ce n'est pas un objet comme les autres objets. Voilà. C'est un objet, mais pas comme les autres objets. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça dans un autre français. La classe, c'est un objet, mais pas comme les autres objets. OK? Donc, ici, je déclare ma classe que j'appelle adresse. Et les classes, on peut les étendre d'autres classes. Et pour les étendre, on utilise le mot-clé extend. Donc, ici, j'étends ma classe adresse d'une classe qui s'appelle modèle. Donc, je peux aller voir la classe modèle. Et voici la classe modèle. Et la classe modèle, elle aussi, elle implémente d'autres choses. Voilà, la programmation orientée objet, c'est vraiment vaste. On ne va pas faire un cours de programmation orientée objet ici. Ce n'est pas le but de la formation. Je vous explique un peu juste. Donc, pourquoi je dis que c'est un objet? Parce que vous voyez que, regardez, on a les accolades des objets qui sont là. Et à l'intérieur des classes, on peut déclarer plusieurs fonctions. Donc, ça, c'est du PHP, hein, ce n'est pas du JavaScript, c'est du PHP. Donc, à l'intérieur de la classe, on peut déclarer plusieurs fonctions. Donc, j'ai cette fonction qui est là, que j'ai appelée inlineOf, et j'ai cette deuxième fonction que j'ai appelée getCPOf. Donc, j'ai deux fonctions, comme ça. Donc, si je veux utiliser ma classe adresse, par exemple, si je veux, simple, si je veux appeler ma fonction getCPOf, qui est contenue dans ma classe adresse, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement aller dans un contrôleur, par exemple, je vais juste aller n'importe où, hein, HTTP contrôleur, par exemple ici. OK? Je sais que là, vous voyez du charabia, mais en tout cas, si vous aimez la programmation, vous allez pouvoir faire ça. Vous voyez? Ici, c'est 2106 lignes de code de PHP. Voilà. J'ai écrit 2000 lignes de code en PHP. 2106. Et il y a d'autres contrôleurs où c'est plus de 5000 lignes de code. En tout cas, si vous aimez la programmation, c'est des choses que vous pouvez faire. Voilà. C'est juste d'aimer la chose. Bien. Donc ici, voilà, j'ai une autre classe que j'ai déclarée. Donc à l'intérieur de cette classe, on suppose que j'ai envie d'appeler ma classe adresse. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai tout simplement qu'à déclarer une variable. Donc comment est-ce qu'on déclare les variables en PHP? Bon, je vous spoil un peu, avant qu'on arrive en PHP. Comment on déclare les variables en PHP? En JavaScript, on déclare les variables avec let, et puis on met quelque chose comme ça, et puis voilà, et puis on fait.
Voilà. En PHP, on ne met pas ça. On met le signe dollar. C'est comme ça qu'on déclare les variables en PHP. On met le signe dollar et on met le nom de notre variable. Donc, ma variable, par exemple, je vais dire que je veux qu'elle s'appelle adresse. Égal. Donc, on va faire PHP le mois prochain. Je crois même à la fin, même pas le mois prochain. À la fin de ce mois, on commence PHP. À la fin de ce mois, on commence PHP MySQL. Donc, je vous dis en même temps, voilà. Voici comment on déclare les trucs, les variables en PHP. On met tout simplement le signe dollar et on écrit notre nom de variable. Collé. Et comment est-ce que j'appelle ma classe? Je mets new, le mot-clé new, et j'appelle ma classe adresse. Voilà. Quand je mets point, vu que adresse, c'est un objet là, c'est un objet. Et pour pouvoir se promener dans l'objet, c'est avec point, comme vous-même vous avez fait tout à l'heure. Donc je mets point, et maintenant, je peux appeler une fonction de mon objet. Et là, j'ai une fonction qui s'appelle getCPOff. Et voilà. Donc là, je suis. Alors, apparemment, il ne reconnaît pas cette fonction. OK. Alors, c'est sûrement parce qu'il n'a pas réussi à trouver le modèle. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est déjà fait. Ah, c'est parce que c'est une fonction statique. OK, d'accord, je comprends. D'accord. Bref. En tout cas, voilà. Vous mettez le nom de votre classe, point, le nom de votre fonction. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc, je ne vais pas enregistrer tout ça là parce que ça, c'est un projet d'un client. Je ne vais pas gâter tout ce que j'ai fait. On va revenir comment c'était. Voilà. Voilà. Bien. C'était juste pour vous montrer. Donc ici, new date, on déclare la classe. Enfin, on ne déclare pas. La classe a déjà été déclarée. On appelle la classe date. OK? Point get hour, on récupère la fonction get hour qui est contenue dans date. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur la classe new date, vous allez sur Google et vous tapez date.js. Voilà. Et vous prenez ce premier sur Mozilla. Et vous allez avoir tout ce que vous voulez savoir sur voilà, l'objet JavaScript date. OK? Voilà. Tout ce que vous voulez savoir dessus, vous allez avoir. Tout ce que vous voulez voir. Voilà. Avec toutes ces fonctions possibles. Donc, get day, get full year, get hour, get milliseconde, get minute, get month. Voilà. Tout ce que vous voulez, vous allez avoir ça ici. Bien. On poursuit donc le cours. Bien. Donc, ici, je mets new date. OK. Point get hours. Donc, ça va m'envoyer les heures. Donc, si c'est inférieur, donc déjà, pour vous montrer, hein, pour vous montrer ce que ça fait, je vais tout simplement faire un document .write de new date. Get hours. Et on va voir ce que ça donne à l'écran. Ça nous envoie 16. Et on est bien d'accord qu'il est 16 heures. N'est-ce pas? Il est bien 16 heures. Donc, get hour, ça nous envoie l'heure. On veut l'heure et les minutes. Donc, new. On va mettre ici même 2 points. New date. Point get. Alors, je ne me souviens plus trop bien de comment est-ce qu'on récupère les minutes. Donc, on va voir ça dans la documentation de l'objet date.
Voilà. Pour avoir les minutes, c'est get my minutes avec S à la fin. Parfait. Donc, get my minutes. Et on aura exactement l'heure du jour. Il est 16h06. Exactement. Voilà. Donc là, je mets ça comme ça. Et voilà. Et il est 16h06. Donc voilà. Donc voilà. OK? Bien. Donc, on va retenir notre exemple. Si l'heure est inférieure à 18, donc si c'est inférieur à 18 heures, je veux que tu affiches bonjour. Et il affiche quoi? Bonjour. Pourquoi il affiche bonjour? Parce que, effectivement, cette condition-là, elle est vraie. 16 est inférieur à 18. La condition est vraie. Si je mets supérieur, rien ne s'affiche. Parce que la condition est fausse. 16 n'est pas supérieur à 18. La condition, elle est fausse. Donc, du coup, ça ne peut pas s'afficher. Comme je vous ai dit, ce qu'on met dans les parenthèses du if, c'est une condition qui doit être vraie. Si cette condition est fausse, votre instruction de condition ne sera jamais exécutée. Est-ce que c'est bien compris l'utilisation de if, s'il vous plaît? Monsieur Philippe, parfait. Monsieur Nabil, OK? OK. Bien, bien, bien. On poursuit. On attaque la déclaration else. Donc, else, c'est tout simplement le contraire de if. Parce que if, c'est si. Else, c'est sinon. Bien. Donc, si l'heure est inférieure à 18, on affiche bonjour. Sinon, c'est ce qui va se passer au cas où la vérification dans le if est fausse. Parce que if doit être vrai. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. If, lui, il vérifie si la condition est vraie. Si la condition est fausse, il donne la main à else. Else, lui, il l'affiche lorsque la première condition est fausse. Si la première condition est vraie, else ne va jamais s'afficher. C'est lorsque la condition du if est fausse que le else maintenant prend la main. Donc, si l'heure est inférieure à 13, on dit bonjour. Sinon, on dit bonsoir. On est d'accord que on ne va pas dire bonjour à quelqu'un à 16 heures. Donc, document.write bonsoir. Ou même bon après-midi. Voilà. Donc, si l'heure est inférieure à 13 heures, on dit bonjour. Sinon, si l'heure est, voilà, si l'heure est supérieure à 13 heures, on va lui dire bon après-midi. On va tester. Bon après-midi. Pourquoi? Parce qu'il est 16 heures. Donc, voici l'utilisation de else. If, si la condition est vraie, else, lorsque la première condition est fausse. Est-ce que c'est bien compris?
Je vais vous envoyer, il y a longtemps, je n'ai pas envoyé d'exercice. J'attendais que JavaScript, on arrive sur cette partie-là pour envoyer les exercices. Donc, vous aurez 3 exercices à faire cette semaine. 3. Donc, apprêtez-vous. C'est bon? Bien. Donc, on va mettre ça dans une petite fonction, histoire, voilà, de rendre ça un peu plus beau. Donc, on veut que les utilisateurs qui viennent sur notre site, on veut que, voilà, euh, on puisse leur dire soit bonjour ou soit bon après-midi en fonction de l'heure. Bien. Donc, let name, je crée une variable, je mets prompt, entrez votre nom. La fonction, c'est une fonction dire bonjour. Ou bien, même pas, c'est saluer. Parce que c'est pas bonjour seulement que ça dit. Donc, saluer. Et cette fonction-là prend le nom. Donc, le nom, voilà. Je vais maintenant créer ma fonction. Donc, function, saluer. En paramètre, c'est X. Donc, je mets mon if à l'intérieur. Donc, si l'heure, voilà, c'est bonjour, que je vais concaténer avec X. X qui correspond au nom qui sera envoyé en paramètre. Voilà. Donc, si je vais tester, si je mets mon nom, bon après-midi, Noah. Si je mets AK, bon après-midi, AK. Si je mets patron, bon après-midi, patron. Vous voyez un peu les merveilles de JavaScript. Est-ce que ça, c'est bien compris? La fonction avec la structure conditionnelle à l'intérieur. C'est bon? C'est top pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? Monsieur Jonas et les autres qui sont là. Monsieur Kaku. OK. Bien. Bien. Alors, on poursuit avec else if. Donc, utilisez l'instruction else if pour spécifier une nouvelle condition si la première condition est fausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut avoir à spécifier plusieurs conditions qui doivent être vraies avant le else. C'est-à-dire,
Si, on va même venir sur notre exemple de l'heure avec bonjour. On a dit bonjour. On a dit bon après-midi, mais on n'a pas dit bonsoir. À quel moment on dit bonsoir? À quel moment? On dit bonsoir lorsque l'heure a dépassé 18 heures. À partir de 19 heures, 20 heures jusqu'à oh là là, c'est bonsoir. C'est bonsoir. Donc, c'est ce que nous allons faire. Une deuxième condition au cas où la première est fausse. Else, if, qui veut dire sinon, si. Donc, si l'heure est inférieure à 13 heures, on dit bonjour. Sinon, si l'heure est supérieure à 13 et voici comment on fait et. Voici comment on fait un et. Vous pouvez écrire and, mais souvent and, ça ne marche pas. Donc, le et en JavaScript, en programmation, même dans les autres langages, c'est deux fois le et commercial. Et moi, sur mon clavier, c'est avec la touche 1. La touche 1 du clavier AZERTY. Donc, si l'heure est supérieure à 13 et l'heure est inférieure à 18, ce qui veut dire que si l'heure est comprise entre 13 heures et 18 heures, on dit bon après-midi. Sinon, on dit quoi? On dit bonsoir. Voilà. Aussi simple. On va tester pour voir si ça marche. Alors, il faut qu'on nous dise bonsoir. Ah, excusez-moi. J'ai mis quoi ici? Si l'heure est inférieure à 13 et l'heure est inférieure à 18. Supérieure. Ah, bon, pardon. Inférieure. Voilà. Voilà. Merci, monsieur Atron. Bon après-midi. Voilà. Parce qu'il est 16 heures. Et 16 heures est compris entre 13 heures et 18 heures. Donc, si l'heure est inférieure à 13, on dit bonjour à l'utilisateur. Sinon, si l'heure est inférieure à 13 et, pardon, est supérieure à 13, donc on a dépassé 13 heures, et est inférieure à 18, c'est-à-dire on est entre 13 heures et 18 heures, on lui dit bon après-midi. Donc, si ça c'est faux et que ça aussi c'est faux, ça veut dire qu'il fait soir. Ça veut dire qu'on a dépassé 18 heures. Donc là maintenant, on lui dit bonsoir. Est-ce que c'est bien compris? OK, si l'heure est égale à 18,
c'est à vous de mettre vos conditions. Voilà. Voilà. Donc, s'il est 13 heures, ça va envoyer bonjour. S'il est 18 heures, ça va envoyer bon après-midi. Maintenant, si vous voulez qu'à 18 heures, on lui dise bonsoir, donc là, vous enlevez l'égal ici. Donc, à 18 heures, on va lui envoyer bonsoir. Si vous enlevez l'égal ici, à 13 heures, on va lui envoyer bon après-midi. Parce qu'on dit si l'heure est inférieure à 13. Donc, ça dépend de vous. Donc, à vous de mettre vos égales là où vous voulez. Hein? Voilà. Vous pouvez mettre. Voilà. À vous de mettre vos égales là où vous voulez, quoi. Voilà. C'est bon? CSS est programmé pour des réponses automatiques, c'est-à-dire, OK, CSS n'a jamais engendré de réponse automatique. CSS, ça fait que du style. C'est JavaScript qui engendre les réponses automatiques de façon dynamique. Jamais CSS, jamais HTML, JavaScript. Et ça, dans l'introduction du cours sur JavaScript, j'ai été très clair. J'ai dit que tout ce qui est dynamisme sur un site Internet, à 99,9%, c'est fait avec JavaScript. Voilà. CSS n'a jamais fait du dynamisme. CSS, ça fait que du style des pages. Couleur, beauté, c'est tout. C'est bon? OK. Donc, on poursuit. On attaque switch. Switch. Et switch, qu'est-ce que c'est? Donc, l'instruction switch est utilisée pour effectuer différentes actions en fonction de différentes conditions. Donc, switch est aussi une structure conditionnelle. OK? Bien. Voici sa syntaxe. Switch, expression. K1, on met les instructions qu'on veut. Break. K2, et ainsi de suite. Il peut y avoir 1000 cas si vous voulez. C'est-à-dire, je mets mon switch. Ici, c'est une expression que je mets et j'ouvre mes accolades. Vous voyez, c'est pratiquement les mêmes syntaxes. Hein. Que ce soit pour les fonctions, que ce soit pour le if, else, même les boucles, c'est les mêmes syntaxes. C'est juste les mots-clés qui changent. Voilà. Donc, ici, je mets mon expression et ici, je mets mes différents cases. Donc, K1, comme c'est montré ici, OK? On voit plusieurs cas. Donc, ici, je mets mon K1. Je mets mes instructions et je break. Et je peux avoir plusieurs cas comme ça. Et lorsqu'il n'y a plus de cas,
On met default et on break. Donc, voici comment ça marche. Switch case. Ça, ce sont les différents cas. Donc, lorsque un seul cas est trouvé, les autres cas sont ignorés. Les autres cas sont ignorés. Pourquoi? À cause du break. Si on enlève le break, la condition va continuer à s'exécuter. Donc, c'est le break qui permet de dire que quand tu rentres dans ce cas d'utilisation, si jamais les instructions données sont vraies, alors tu breaks. Tu arrêtes de parcourir les autres. Sans le break, il va continuer à parcourir les autres. Et on verra tous ces cas d'utilisation-là. On va faire un exemple. On va faire un petit exemple. Bien. Laissez-moi trouver l'exemple parfait. Laissez-moi trouver l'exemple parfait. Alors. Ok, ça c'est pas mal. On va prendre même le même exemple du cours pour ne pas perdre le temps. Bien. Switch new date.getDay. Donc ça veut tout simplement dire suivant. Je vous ai déjà parlé de la fonction new date, pardon, de l'objet new date. Donc on ne va pas encore voilà, bavarder là-dessus. Donc, getDay permet d'envoyer le jour. Mais ça ne nous envoie pas lundi, mardi, non, non. Ça nous envoie le jour sous forme d'entier. Et l'entier, c'est le chiffre du jour. OK? Donc, sachant que dans le système anglo-saxon, dimanche est le premier jour de la semaine. Et ce n'est pas lundi, le premier jour de la semaine. Voilà. Donc, chez nous ici, dimanche va être le septième jour. N'est-ce pas? Mais chez eux, c'est samedi qui est le septième jour. Sachant que il n'y a pas de 7 parce qu'on ne commence pas à 1, on commence à 0. Donc 0, c'est dimanche. 1, c'est lundi. 2, mardi. 3, mercredi. 4, jeudi. 5, vendredi. Et 6, samedi. Donc, en fonction du chiffre, on affiche le jour. Donc, on va faire cet exemple-là. Donc, switch new date. Point get days. OK? Donc, si c'est 0, tu affiches dimanche. Si c'est 1, tu affiches lundi. Si c'est 2,
mardi. On élimine le default. Le default n'est pas obligé, hein. Si vous n'avez pas de cas par défaut, vous n'êtes pas obligé de mettre le default. On va tester. Alors, j'ai sûrement fait une erreur quelque part. Qu'est-ce que la console dit? Get days. J'ai fait une erreur sur get days. Get days. J'ai mis un S. Bien. Donc, ça nous envoie, bien évidemment, dimanche. Parce qu'aujourd'hui est dimanche. Dimanche, comme je vous ai dit tout à l'heure, correspond au 0. Voilà, c'est bien marqué ici. 0, c'est dimanche. Et vu que on est sur dimanche, il affiche quoi? Dimanche. Alors, c'est parce que j'ai mis break. Si je n'avais pas mis break, vous allez voir. Ça affiche dimanche et lundi. Parce que ce que ça veut dire, ça veut dire lorsque on a 0 et en même temps 1, tu fais ça. Donc, il va afficher les deux. C'est seulement le break qui dit que lorsque tu trouves une condition, tu arrêtes automatiquement l'instruction. Lorsque tu trouves un cas qui est vrai, automatiquement, tu arrêtes l'instruction. Tu ne vas pas chercher les autres. Tu arrêtes l'instruction dès que tu trouves un qui est vrai. Voici comment switch s'utilise. Est-ce que c'est compris? C'est bon? Bien. On poursuit le cours. Donc, la pause break. Lorsque JavaScript atteint un mot-clé break, il sort du bloc de commutation. Cela arrêtera l'exécution à l'intérieur du bloc de commutation. Il n'est pas nécessaire de casser le dernier cas dans un bloc de commutation. Le bloc se casse, se termine de toute façon. Si vous omettez l'instruction break, le cas suivant sera exécuté, même si l'évaluation ne correspond pas au cas. C'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Bien. Bien. Le cas default ne doit pas nécessairement être le dernier cas dans un bloc de commutation. Comme je vous ai dit, il n'est pas nécessaire. Si ce default n'est pas le dernier cas du bloc de commutation, n'oubliez pas de terminer le cas par défaut par une pause. Donc, comme je vous ai dit, default, ce n'est pas obligé. Bloc de code commun. Parfois, vous souhaiterez que différents cas de commutation utilisent le même code. Dans cet exemple, les cas 4 et 5 partagent le même bloc de code. De 0 et 6 partagent, et 0 et 6 partagent un autre bloc de code. Encore, dans le même cas d'utilisation du newDate.getDay. Donc, en fonction du jour. Lorsqu'on a 4 et 5, donc lorsqu'on est jeudi et vendredi, on veut que tu affiches bientôt le week-end. Donc, vous voyez, on a mis 4, on n'a pas mis break. Donc, 4 et 5, les deux là, lorsque tu as sur les deux là, on veut que tu affiches, c'est bientôt le week-end. Et on casse. On fait un break.
OK? Lorsque on est 0 et 6, donc lorsque on est dimanche et samedi, 0 correspond à dimanche, 6 correspond à samedi, on affiche quoi? C'est le week-end. Et on fait un break. Et ensuite, on a un default. Est-ce que c'est bien compris ici? Donc, K4 et K5, tu fais ça. Break. K0, K6, tu fais ça. Break. Par défaut, tu fais ça. Donc, par défaut, c'est si on n'a pas 4, on n'a pas 5, on n'a pas 0, on n'a pas 6. Donc, lorsqu'on aura 1, 2 et 3, ça va rentrer dans le default. Mais lorsqu'on aura 4 et 5, il va rentrer ici. Lorsqu'on aura 0 et 6, il va rentrer ici. C'est bien compris? C'est bon? Donc, si on donne des exercices, j'espère que vous pourrez le faire. Détail de commutation. Si plusieurs cas correspondent à une valeur de K, le premier cas est sélectionné. Si aucun cas correspondant n'est trouvé, le programme continue avec l'étiquette par défaut. Si aucune étiquette par défaut n'est trouvée, le programme continue à l'instruction ou aux instructions après le commutateur. Donc, comparaison stricte. Le cas de commutation, dans les cas de commutation, utilise une comparaison stricte. Donc, les trois égales, c'est comparaison de type et de valeur. Et on dit que les différents cas, c'est ce qu'ils utilisent. Comparaison de type et de valeur. Donc, comparaison stricte. Les valeurs doivent être du même type pour correspondre et de même valeur. Une comparaison stricte ne peut être vraie que si les opérandes sont du même type. Ça, vous le savez déjà. Dans cet exemple, il n'y aura pas de correspondance pour X. Let X égale à 0. Ce 0 qui est là, c'est quoi? C'est un 0 string. Et on dit switch X. Donc, suivant X, suivant la valeur de X. X, c'est quoi? C'est un string 0. Si on a 0, off, on break. Si on a 1, on affiche on break. Par défaut, no value found. Mais ici, ce 0 là ne correspond pas à ce 0. Parce que ça, c'est un string et ça, c'est un entier. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous voyez? Et donc, ça va rentrer dans le default. Aucune valeur trouvée. Est-ce que c'est bien compris ici?
Bien, on poursuit. Les boucles JavaScript. Et nous allons voir la boucle for. Et ensuite, la semaine prochaine, nous allons nous attaquer aux autres boucles. Nous avons, voici les différentes boucles que nous avons. La boucle for, la boucle for in, la boucle for off, la boucle while et la boucle do while. Ce sont les différentes boucles qui sont là. Donc, nous allons rentrer en profondeur dans toutes ces boucles-là, voir dans quel cas les utiliser, voir leurs particularités. Donc ça, c'est le for in. Ça, c'est le for each. Ça, c'est le for off. Ça, c'est la boucle while. La boucle do while. Les comparaisons. Les objets JavaScript qu'on a déjà vus. Hein? Voilà. En bas, vous maîtrisez déjà les objets. Et c'est maintenant que le cours parle des objets en bas. OK? Donc, je pense qu'il y a des particularités des objets qui vont être données. OK? Nous avons les méthodes d'objets, effectivement, qu'on n'a pas encore vues, qu'on verra. Très, très intéressant. Ensuite, le mot-clé this. Et nous allons attaquer la manipulation du DOM. Voilà. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir actuellement, on n'a pas encore attaqué le DOM. Donc, nous allons attaquer la manipulation du DOM. Donc, on va dire qu'il nous reste encore 2 semaines pour finir avec JavaScript. 2 semaines. Donc, on va dire qu'on finit JavaScript le, le 16. Le 16 octobre 2022. Bien. Alors, on poursuit. Bien. Donc, les boucles peuvent exécuter un bloc de code plusieurs fois. Donc, vous voyez que JavaScript, en fait, j'essaie d'aller vraiment mollo pour que tout le monde puisse comprendre. On ne va pas trop vite comme on allait en HTML, CSS. Bon, de toute façon, HTML, CSS, c'est facile. JavaScript, c'est assez compliqué à comprendre même. Donc, j'essaie d'y aller mollo pour ne pas remplir votre cerveau de tout en même temps. Mais au moins, faites l'effort de réviser le peu qu'il y a. Les vidéos, maintenant, c'est des vidéos de 2 heures maximum. Alors que vous avez bien vu que quand on a commencé au départ, c'est des vidéos de 4 heures. Donc, JavaScript, j'essaie d'alléger pour que vous puissiez comprendre. Parce que même moi, JavaScript, au début, j'avais des difficultés. Mais déjà, pour que vous puissiez comprendre, il faut réviser. Donc, comme j'ai dit, il y aura 3 exercices qui vont arriver. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va faire l'exercice. Tiens. Les boucles peuvent exécuter un bloc de code plusieurs fois. Les boucles sont pratiques si vous souhaitez exécuter le même code encore et encore, à chaque fois avec une valeur différente. Donc, c'est souvent le cas lorsque vous travaillez avec des tableaux. Bien. On va donc voir comment utiliser les boucles. Voici un exemple d'utilisation de boucles ici, qu'on va décortiquer ensemble. Bien, bien. Ici, nous avons un tableau que nous avons déclaré. Dans ce tableau-là,
Nous avons plusieurs marques de voitures. BMW, Volvo, Saab, Ford, Fiat et Audi. Alors, prêtez bien attention à ce qui va se passer ici. Même pas, on va dire language. On va créer un tableau avec différents langages de programmation. En commençant par HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL. Bon, on va mettre même tout ce qu'on va voir dans cette formation. Donc, WordPress. Voilà. Voilà. Alors, si je veux afficher WordPress, je vais mettre language 6. Non, 5, pardon. Ouais, 5. Language 5. En commençant bien sûr par 0. Si je veux afficher PHP, je vais mettre language 0, 1, 2, 3. Donc, language 3. Maintenant, si je veux tout afficher en même temps, comment je le fais? C'est là que interviennent maintenant les boucles. C'est là que intervient pardon, maintenant les boucles. Bien. Syntaxe des boucles. Le mot-clé, c'est for. On met les parenthèses et on met les accolades. Je vous ai dit, c'est la même chose en fait. C'est la même syntaxe. C'est les mots-clés qui changent. Qu'est-ce que je mets dedans ici? Je vais déclarer une variable que je vais appeler par exemple i, qui va commencer à 0. Déjà, on n'a pas encore vu la syntaxe. Est-ce qu'on a vu la syntaxe? Bien, on va voir la syntaxe. La syntaxe de la boucle for. La boucle for a la syntaxe suivante. Donc, for, parenthèse, accolade, et le bloc de code à exécuter au milieu ici. Comme pour les autres, comme d'habitude. Statement 1, statement 2, statement 3. L'instruction 1 est exécutée une fois avant l'exécution du bloc de code. L'instruction 2 définit la condition d'exécution du bloc de code. Et l'instruction 3 est exécutée à chaque fois après l'exécution du bloc de code. Qu'est-ce que ça veut dire? Je mets ici mon statement 1. Donc, première condition. Ici, on appelle la valeur de départ. Donc, je veux que mon i démarre à 0, point virgule. Ensuite, la valeur de fin. À quel moment est-ce qu'on veut que i arrête de tourner? Je veux que i arrête de tourner lorsque i est inférieur ou égal à la taille du tableau. Et la taille du tableau, c'est language.length. Comme vous le voyez ici. Length. Bien. Ensuite, à chaque fois que la boucle va tourner, qu'est-ce que je veux faire? Je veux incrémenter ma variable i de 1. Et on a dit que i++, ça incrémente de 1. Donc, for prend 3 paramètres. Premier paramètre, variable de départ. À quel moment ma variable démarre? Je veux que ma variable démarre à 0. Deuxième paramètre, la variable que tu as déclarée ici, là. Tu veux que, à quel moment ça s'arrête de tourner dans la boucle? Je veux que ça s'arrête lorsque i atteint la taille du tableau. Donc, lorsque i est inférieur ou égal à la taille du tableau. Et la taille du tableau, c'est quoi? C'est 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, i va commencer à 0 et i va s'arrêter lorsque i sera inférieur ou égal à 5. Maintenant, comment est-ce que je veux boucler? Je veux boucler de 1. Donc, i++. Je veux boucler de 1. Donc, i sera égal à 0.
Ensuite, il va faire le premier tour. Il sera égal à 1. Deuxième tour, il sera égal à 2. Et jusqu'à, il sera à 5. Quand il sera à 5, il va boucler encore. Il va voir que I est égal à 6. Alors qu'on a dit qu'on veut que tu t'arrêtes lorsque I est inférieur ou égal à la taille du tableau. La taille du tableau, c'est 5. Donc, on ne peut pas aller à 6. La boucle s'arrête automatiquement. Donc, document.write, je vais afficher les éléments de mon tableau. Donc, language. Et à l'intérieur, je mets quoi? Je mets I. Je ne mets pas 0, je ne mets pas 1, je ne mets pas 2. Je mets I. Pourquoi je mets I? Parce que I correspond à la variable que j'ai déclarée ici. Donc, I correspond à un nombre. I va correspondre à 0. Après, I va correspondre à 1. Après, I va correspondre à 2. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je mets mon BR HTML pour faire des sauts de ligne. Et voilà. Bon, on me met une define parce que j'ai mis égal. Voilà. J'ai HTML, j'ai CSS, j'ai tous mes langages que j'ai définis dans mon tableau. Donc, quand il va faire le premier tour, on dit I égale à 0. Donc, ça veut dire que premier tour, il va afficher quoi? Language 0. C'est HTML. Ensuite, I++, il devient 1. Deuxième tour, il est devenu 1. Donc, ici, là, c'est 1 qui est là maintenant. CSS. Troisième tour, il devient 2. JS. Il devient 3. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour ne pas que nous-mêmes on écrive ça, on met I. Parce que I, c'est la variable qui change de valeur à chaque fois que la boucle tourne. Donc, dynamiquement, JavaScript va afficher les différents éléments de notre tableau. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez des questions sur la boucle for? Bien. Donc, on suppose que on va laisser le tableau maintenant et on va essayer de se faire un petit exercice avec une fonction effort. Donc, l'exercice, c'est quoi? C'est tout simplement l'utilisateur vient sur votre site et il a envie de, voilà, euh, il a envie de connaître une table de multiplication, par exemple, en fonction du nombre qu'il va saisir. OK? Donc, en fonction du nombre qu'il va saisir, il a envie de faire la table de multiplication. Donc, on va dire lettre A, ou bien lettre NB1, donc nombre 1, est égal à prompt, entrer le premier nombre. OK? NB2, entrer le second nombre. La fonction s'appelle multiplication, qui prend NB1 et NB2. Je vais la créer, ma fonction. Fonction multiplication qui prend X et Y. Je mets mon fort. Bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une table de multiplication. Par exemple, c'est-à-dire que si l'utilisateur a saisi, par exemple, OK, a saisi ici, bon, même là, on n'a même pas besoin de deux nombres. Hein. On n'a même pas besoin de deux nombres. OK? Un seul nombre, ça suffit. Voilà. Si l'utilisateur a saisi un nombre, on va afficher la table de multiplication par 10 de ce nombre-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
on va déclarer tout simplement une première variable que j'appelle i, qui va démarrer à 0, bien évidemment. I, je veux que i soit inférieur ou égal à 10. I plus plus. Non, même pas inférieur ou égal parce qu'il démarre de l'autre côté. Voilà, donc I plus plus. Ah oui, si, bien sûr. Je veux que 10 soit dedans. Ouais, pardon. Et j'affiche document.write. Donc, le nombre qu'il a saisi. Donc, X multiplié par I est égal à X fois I. Voilà. Et ensuite, je peux faire un petit BR pour aller à la ligne. Entrer un nombre. Ah, pardon. Attends, regardez déjà si je mets 5. Voilà. J'ai automatiquement 5 fois 0, 5 fois 1, 5 fois 2, jusqu'à 5 fois 10. Je reprends. Je mets 9. J'ai la table de multiplication de 9 jusqu'à 10. Je mets 8. J'ai la table de multiplication de 8 jusqu'à 10. Si je mets 5, pardon, j'avais déjà mis 5, hein. Si je mets 10, j'ai la table de multiplication. Est-ce que vous voyez un peu les merveilles de JavaScript? C'est-à-dire, juste quelques lignes de code et ça me génère tout ça pour moi automatiquement, sans forcer. Sans forcer. Donc, l'utilisateur saisit un nombre et ce nombre-là, je l'envoie dans ma fonction. Je dis tout simplement à la boucle de tourner de 0 jusqu'à 10. Donc, lorsque on sera à 0, x correspond au nombre que l'utilisateur a saisi. Donc, x fois i, ça fait quoi? S'il a saisi 5, ça fait 5 fois 0. Première fois. Ça va tourner, i devient 1, 5 fois 1. Après, i devient 2, 5 fois 2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 10 et c'est fini. Ça ne peut plus boucler parce qu'on a dit inférieur ou égal à 10. Donc, la boucle sort et c'est fini. Tous les résultats maintenant sont affichés. Est-ce que c'est bien compris? L'utilisation de la boucle for. Les exercices vont pleuvoir dans la semaine. Parce que là, je peux vous bombarder de partout maintenant. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ouais, JS est fantastique. Alors, on reprend pour M. Nabil. Qu'est-ce que je dois reprendre? Tout ou juste le fort? Parce que si vous me demandez de reprendre tout, je vais vous demander d'aller regarder les anciennes vidéos. Parce que comment on utilise les fonctions, ça, c'est dans les anciennes vidéos. Le cours passé. OK. Donc, fort. On a dit que fort prend trois paramètres. Paramètre 1, variable de départ. Où est-ce qu'il doit s'arrêter? Et la valeur d'incrémentation. OK? Bien. Donc, je veux qu'il commence. Moi, je veux la table de multiplication jusqu'à 10. Si je veux la table de multiplication jusqu'à 100, je n'ai qu'à mettre 100 ici. Il va m'envoyer la table de multiplication
jusqu'à 100 en une fraction de seconde, sans que je n'ai à calculer quoi que ce soit. JavaScript fait ça pour moi. Si je veux la table de multiplication jusqu'à 1000, je n'ai qu'à mettre 1000 sur la valeur de fin. Et il va me générer la table de multiplication de 5 fois 0 jusqu'à 5 fois 1000 en une fraction de seconde. JavaScript, c'est merveilleux. Bien. Donc, je remets à 10 et on reprend. Je veux qu'il commence à 0. Il finit à 10 parce que moi, je veux une table de multiplication jusqu'à 10. Et il incrémente de 1. Je pouvais mettre 2. Hein. Là, mon script est encore en train de tourner. Alors, il y a un bug. Bien. Pas bien grave. On va se mettre là. Ah non, j'aurais dû mettre i plus égale 2. C'est pour ça que mon script a commencé à bugger. Bon, bref, c'est pas grave. Bref, donc il va commencer à 0. Je veux qu'il s'arrête à 10. Et à chaque fois, je veux qu'il incrémente de 1. OK? Ensuite, dans cette fonction-là, quand ça rentre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je récupère le x. Le x correspond au nombre qui a été envoyé dans la fonction que l'utilisateur, enfin, dans la fonction ici. Et le NB1, c'est tout simplement ce que l'utilisateur a saisi. C'est tout simplement ce que l'utilisateur a saisi. OK? Donc, x va jamais changer. Raison pour laquelle ici, x ne va jamais changer. Raison pour laquelle c'est toujours 5 qui est affiché. Ce qui change, c'est i. I change à chaque fois que la boucle tourne. OK? Donc, si on veut incrémenter par 1, on fait i plus plus. Si on veut incrémenter par 2, on fait i plus égale 2. J'avais mis i plus 2 tout à l'heure. C'est i plus égale 2. Donc, ça va faire 5 fois 0, 5 fois 2, 5 fois 4, 5 fois 6, 5 fois 8 et 5 fois 10. Parce qu'on veut incrémenter de 2 à chaque fois le i. Donc, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Si on veut incrémenter de 5, on peut le faire aussi. Voilà. 5 fois 0, 5 fois 5, 5 fois 10. Mais nous, on veut incrémenter de 1. Donc, i plus plus. Alors, il y a une étoile quelque part, je pense. Hein. Ah oui, j'ai mis étoile pardon, dans ma saisie. Voilà. Bien. Donc, le i, sa valeur change à chaque fois que la boucle tourne, en fonction de la valeur d'incrémentation que vous avez donnée. Donc, vous ne pouvez pas mettre ici x et puis mettre i. Ça ne va jamais marcher. Jamais. Qu'est-ce que la console dit? I is not defined. C'est bien normal. Parce que vous avez déclaré la variable de départ x et puis après, vous utilisez i. Ça ne va jamais marcher. La variable que vous déclarez ici, c'est cette même variable-là que vous utilisez partout. Voilà. Donc là, vu que pour ne pas porter à confusion, vu que ma fonction a déjà pour paramètre x, je ne peux pas venir mettre x ici aussi. Donc je mets y, par exemple, si j'ai envie d'utiliser y. Donc si j'utilise y, ça veut dire que je dois utiliser y pour tout. Tout ce qui sera dans le for, je dois utiliser y pour que ça puisse marcher maintenant. Voilà. Est-ce que c'est bien compris, M. Aka? Bien. Donc, je vais commencer à vous envoyer les exercices juste après la vidéo. Donc, merci bien à vous, hein, à tous ceux qui étaient là. Monsieur Atron, Monsieur Daouda Koulibaly, Monsieur Guy, Monsieur Jonas, Monsieur Kakou, Mademoiselle Kone Kadidjatou, Monsieur Nabil Ibrahimaka et Monsieur Philippe Ndri. Grand merci à tous. Bon dimanche. Et puis, on se donne rendez-vous pour les exercices. J'espère que vous allez tous les faire parce que c'est comme ça qu'on peut voir le niveau de chacun. Hein? Et voilà.
Merci à tout le monde.